moi, je pense que s'il y a autant de prédateurs, c'est pas parce que le mal est nouveau, les prédateurs ont toujours existé. C'est parce que les hommes non prédateurs n'ont pas le droit de se mettre debout. Et donc, ils sont lâches. Et donc, dans le métro, ils détournent leur regard parce qu'ils savent que s'ils défendent la fille qui se fait agresser, ils vont finir au commissariat. Je pense qu'on a besoin de revaloriser l'homme protecteur. Parce que sinon, on a des prédateurs et des lâches. Oui. Et ça, c'est un problème. Les prédateurs n'avancent que parce que les hommes bons sont lâches. Les coups verbaux sont invisibles et touchent l'âme, l'identité, le cœur. Il est difficile d'en guérir. Ce ne sont pas des médicaments qui les désactivent ou les pansent. Seuls des mots les soulagent et seul un soutien humain peut réparer leurs dégâts. Voilà pourquoi aussi j'ai souhaité être psychologue et non psychiatre. Je ne voulais pas me focaliser sur les médicaments. Marie-Estelle Dupont, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychologue clinicienne, vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants. Vous avez une émission sur Europe 1 qui s'intitule « Et si on en parlait tous les jours de 15h à 16h ». L'extrait que je viens de lire est tiré de l'ouvrage L'Antimère, le chemin d'une psychologue pour survivre à la jalousie maternelle. Pourquoi avez-vous écrit cela ? Alors, d'abord, pourquoi j'ai écrit l'antimère ? Parce qu'il y avait vraiment un tabou qui était la question de la haine maternelle et que moi, j'ai survécu à une enfance marquée par les humiliations et la maltraitance. Et ce que j'avais commis comme faute irréparable aux yeux de ma mère, c'était d'être une fille. Donc, à ses yeux, d'être une rivale et de potentiellement prendre un peu de l'attention des hommes de la famille. Donc, j'ai choisi d'écrire ça pour libérer mes patientes et les personnes qui ont vécu la jalousie du parent du même sexe, soit des fils, soit des fils avec leur père, soit des filles avec leur mère, parce que c'est très inconcevable quand on ne l'a pas vécu. Donc on est enfermé, on est un peu derrière une vitre en plexiglas où en fait ce qui est banal pour les autres est inaccessible pour nous. L'estime de soi, le fait d'aller vers les autres, etc., etc. Et donc, dans le livre, à un moment donné, je parle des coups verbaux et du fait que j'ai préféré être psychologue que psychiatre parce que je crois que la violence physique que l'on voit, qui est visible, elle est terriblement dévastatrice. Mais quelque part, on a quelque chose sur quoi s'appuyer quand notre mémoire flanche pour se rappeler qu'il y a eu une violence de commise. La particularité de tous les coups verbaux, les humiliations, les insultes qu'on entend dès la toute petite enfance avec ces mères-là ou avec ces pères-là, la particularité, c'est qu'elles vont devenir l'ADN de notre image de nous. Elles vont constituer le socle de notre estime de nous, de notre confiance en nous. Donc même si on fait une psychothérapie assez jeune, pendant très longtemps, on garde les stigmates de cette idée qu'évidemment, on est nul, on est monstrueux, on est sans valeur, puisqu'on n'a pas le droit d'exister, puisque exister est une menace au narcissisme de ses parents qui dévorent en fait l'enfant qu'ils ont mis au monde. C'est-à-dire qu'au lieu de donner la vie, ils reprennent la vie qu'ils ont donnée. Et donc, c'est vrai que très tôt, quand j'ai voulu faire un métier tourné vers l'accompagnement des personnes, c'est-à-dire à 11 ans, j'entendais parler de la profession de psychiatre à l'époque et je me disais, mais il y aura toujours des gens très compétents pour donner des médicaments. Moi, je veux vraiment aller du côté de la présence parce qu'en fait, ce dont j'avais besoin, c'était d'avoir une présence, c'était d'avoir un regard. C'était finalement ce qui m'a sauvée, c'est ma grand-mère, c'est la prof de danse, c'est la prof de piano, c'est les personnes qui ont posé sur moi un regard qui venait me renvoyer autre chose de moi que ce que ma mère me renvoyait, à savoir tu es Satan, tu es le mal absolu, ou tu es mon sauveur parce que ton père est un salaud. C'est-à-dire que je n'étais jamais un enfant. Dans le discours de ma mère, j'étais ou Dieu ou Satan. Et évidemment, l'enfant ne peut constituer une image réaliste de lui-même qu'au contact de pères PIRS et d'adultes qui lui renvoient quelque chose d'à peu près nuancé et sain et dans la normalité, donc pas ça. Et donc, c'était important pour moi d'offrir aux patients une présence, des mots, une possibilité d'authentifier leur vécu, qu'ils ne se sentent pas fous d'avoir vécu ça et qu'ils soient accueillis dans quelque chose qui est inconcevable et impensable pour la plupart des gens, parce que le premier réflexe, c'est de se dire non, c'est ta mère, c'est qu'elle a souffert, elle a dû vivre quelque chose de difficile, parce que une mère ne peut pas ne pas aimer son enfant. Or, bien sûr que si, les pervers se reproduisent, et quand vous êtes pervers et que vous avez un enfant, vous allez être pervers avec votre enfant. Alors, une des raisons pour laquelle je voulais vous inviter, c'était qu'on puisse détailler
les versions idéales et pathologiques, respectivement, de la maternité et de la paternité. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont de jeunes gens qui sont soit bien souvent en train de se marier, soit qui viennent de se marier, soit qui veulent devenir parents, soit qui le sont déjà, et qui se posent beaucoup de questions sur comment être, comment remplir ce rôle. Et il me semble qu'il y a eu une volonté ces dernières décennies d'indifférencier la différence entre l'homme et la femme, Oui. et que le résultat de ça n'a pas été une espèce de grande coexistence pacifique, mais une sorte de retour du refoulé un petit peu plus sombre et caricatural, avec des masculinistes misogynes et des féministes misandres qui chacun ont semé la division de part et d'autre de la tranchée sexuelle. Et je voulais, avant de parler de l'antimère, avoir votre vision d'une maternité saine, équilibrée et idéale. Un idéal type, évidemment, personne ne le remplit, mais l'idée, c'est d'avoir une étoile nord pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, qui veulent être mères et qui se demandent comment faire. Oui, alors juste un mot avant sur ce que vous disiez. Effectivement, l'égalitarisme a fini par conduire à une forme d'indifférenciation. Et non seulement à un retour du refoulé, mais je dirais même à une régression psychique. C'est-à-dire que là, on est revenu au stade de le méchant, c'est l'autre. Donc pour les féministes radicales, si vous êtes un homme, vous êtes forcément un prédateur, un abuseur, un pervers potentiel, vous représentez le patriarcat archaïque, etc. Et pour les masculinistes, la femme, de toute façon, c'est le mal, c'est la toxicité, etc. Évidemment que c'est exactement la même posture en miroir, puisque le problème c'est l'autre et que donc toute notion d'introspection, d'altérité et finalement toutes les vertus d'éros, c'est-à-dire le désir du lien, le désir de la relation, est évacuée. C'est une impasse puisque les êtres, l'existence est d'emblée réticulaire. On n'est pas là s'il n'y a pas eu de la relation à un moment donné, si désastreuse ou éphémère soit-elle. Mais la relation précède l'individu. Et le problème de l'idéologie dominante depuis les années 70, c'est qu'on a voulu mettre l'individu au-dessus du lien. Donc on a rendu l'individu vulnérable, narcissique, manipulable et très seul. Parce que bien évidemment que l'individu n'est rien sans les liens. Alors les liens, c'est plein de choses, les liens. C'est pas que le lien amoureux. C'est les liens dans la cité, c'est les liens psychiques. Mais enfin, c'est les liens aussi aux générations précédentes, même si avec certaines des figures des générations précédentes, je suis bien placée pour le savoir, il y a eu des conflits très forts. Mais on ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Et donc, dans ces postures idéologiques qui expriment des peurs qui ne sont pas élaborées, évidemment, on se met dans une position de victime et le salaud, c'est l'autre, et donc on n'avance pas du tout. Donc, il va falloir mûrir collectivement. Oui, Pour retrouver la complémentarité. Est-ce qu'on pourrait dire que l'amour maternel du point de vue du nouveau-né est premier dans les deux sens du terme, premier chronologiquement au sens c'est le premier amour que le nouveau-né va ressentir implicitement, et peut-être plus important encore que l'amour paternel qui lui, j'ai le sentiment, se manifeste ou a son utilité un peu plus tard dans la croissance de l'enfant par rapport à ses premiers mois. Alors il y a deux choses. Il y a l'attachement, qui est évidemment la figure d'attachement première, c'est la mère dans la mesure où la femme porte le bébé. Et donc, les liens qui sont tissés pendant ces 9 mois, on a énormément aujourd'hui de données, notamment sur le chimérisme materno-fœtal et tous les liens cellulaires qui demeurent pendant des années entre la mère et l'enfant, avec cette très très forte production d'ocytocine, d'hormones d'attachement, qui rend la mère extraordinairement intuitive et vigilante en dépit de sa très grande fatigue et du manque de sommeil pour sentir que son bébé va se réveiller, elle se réveille 5 minutes avant, etc. etc. Ça ne veut absolument pas dire que le père n'aime pas l'enfant, que le père ne peut pas être sensible, que le père ne peut pas être intuitif. Mais évidemment, le père n'a pas eu ces 9 mois de liens tissés. C'est pour ça que c'est très chouette quand les papas font de l'autonomie, qu'ils peuvent s'impliquer pour rentrer d'un peu dans cette dyade. Il n'empêche que la nature nous a donné à nous le pouvoir d'enfanter et cette dyade, elle est là. Si le bébé est mis sur le sein de la mère à la naissance, c'est bien parce que le rythme cardiaque de la mère le rassure et que quand on fait des imageries cérébrales, c'est très intéressant de voir que jusqu'à 13 ans, que vous soyez garçon ou fille, votre cerveau va beaucoup plus réagir à la voix de votre mère qu'à n'importe quelle autre voix. La nature est intelligente. À partir de 14 ans, donc à peu près quand vous avez fait votre puberté, votre cerveau est beaucoup plus stimulé
par la voix d'une étrangère, donc par la nouveauté, donc par le monde extérieur, parce qu'il est temps pour l'adolescent de construire sa propre identité en dehors du cercle familial, que par la voix de votre mère. Ce qui fait que jusqu'à 13 ans, quand vous dites range ta serviette, l'enfant entend. À partir de 14 ans, vous pouvez aller vous faire voir. Et la serviette restera sur le lit. Donc il y a cette différence de nature, mais qui permet aussi la complémentarité. C'est-à-dire que je crois que pour que la mère puisse faire ce travail de sécurisation de l'enfant, le père a une place qui n'est pas du tout secondaire. Il a cette place de sécuriser la mère. C'est ce que dit Winnicott, il y a une inclusion réciproque. Le père protège la mère qui peut protéger l'enfant dans les premiers moments de la vie. Ensuite, petit à petit, la mère retrouve un peu de liberté corporelle pour que l'enfant puisse marcher et s'autonomiser sur le plan réel et sur le plan symbolique. Et donc le père fait d'autant plus son rôle de tiers séparateur, de pouvoir emmener l'enfant vers autre chose que le sein maternel, donc vers la parole, l'accès à la symbolisation. Et voilà, donc c'est des rôles qui sont extrêmement complémentaires et c'est très dangereux de les indifférencier parce que finalement, tout le monde s'épie, tout le monde est méfiant, les mères sont très épuisées puisqu'on leur demande d'être hyper productives économiquement à un moment où elles ont à la fois besoin de récupérer et besoin de s'adapter au rythme de l'enfant. Et puis les pères sont perdus parce qu'ils ont du mal en fait à trouver leur place, à trouver leur légitimité. On a fait beaucoup de confusion sémantique entre effectivement l'égalité et l'indifférenciation, entre la force et la violence, entre l'autorité et l'autoritarisme. Et je pense que les jeunes générations ont besoin qu'on les décomplexe et qu'on les déculpabilise, de suivre aussi leur instinct. Parce qu'en fait, quand deux personnes sont très amoureuses et ont envie d'un enfant, le couple, il n'a pas besoin de l'État ou des livres de psychologie, ou de voilà, ils vont sentir où est leur place. Et je crois qu'il faut redonner de la place à l'instinct, à la nature et à l'intuition de ces deux amoureux qui font un bébé. Oui, tout à fait. Et le portrait que vous avez fait là, évidemment, en contraste avec le portrait que vous nous faites de votre mère dans la question de l'antimère. Et je vous laisserai développer évidemment. Il me semble que l'un des points saillants, c'est que le parent sain, c'est déjà un peu une distinction que Tocqueville faisait avec le rapport de l'État à nous. Le parent sain a pour vocation que son enfant ne reste pas enfant toute sa vie. Bien sûr. Tandis que quand ça devient pathologique, il y a cette idée de ne pas laisser l'enfant grandir et ne pas le laisser s'autonomiser, se détacher de sa mère. Et de ce que vous décrivez, il y a beaucoup d'ailleurs de scènes qui vont dans ce sens-là, où votre mère insiste pour, à un âge encore relativement avancé, dormir dans le même lit que vous. Elle vous a quasiment séquestré à la fin de votre scolarité. Là, vraiment, il y a des métaphores un peu fétales, on pourrait dire, de ne pas laisser le lien se détacher. Est-ce que c'est pas une des caractéristiques de l'anti-mère ou de la mauvaise mère de ce point de vue-là? De retenir dans la matrice et de pondre dans les œufs de l'enfant des pensées qui feront que de lui-même il restera dans la matrice, tellement on lui a dit que le monde extérieur était mauvais et que de toute façon elle était nulle et que si les gens s'intéressaient à elle, c'était pour la manipuler, c'est-à-dire que le pervers projette et attribue au monde extérieur tous ses défauts pour que surtout l'enfant n'ait pas l'élan vital, n'ait ni confiance dans les autres, ni confiance en lui. Comme ça, on est tranquille, il va rester dans la matrice. Oui, bien sûr. Et vous disiez la distinction entre le parent pathologique et le parent idéal. Je dirais que le parent idéal est déjà pathologique, puisque nos enfants ont besoin de nous quitter. Oui. Et que finalement, le bon parent, c'est le parent suffisamment bon dont parle Winnicott, c'est justement un parent qui cherche pas à être idéal, parce que c'est encore une forme de contrôle. Si on veut trop être parfait, déjà, on va pas du tout regarder nos enfants, on va être obnubilé par notre objectif de perfection. Je crois qu'être un parent sain, c'est garder à l'esprit que l'essentiel, c'est de donner à nos enfants suffisamment d'outils et de confiance en eux et de capital affectif pour qu'ils puissent nous quitter. C'est finalement ce paradoxe de les personnes que j'aime le plus au monde, je dois les préparer à ne plus avoir besoin de moi. Et quand on est très à l'aise avec le fait que c'est une bonne chose que nos enfants n'aient plus besoin de nous, mais aussi qu'ils aient assez confiance en nous pour revenir vers nous s'ils en ont besoin, parce qu'il peut y avoir à tout âge un accident de la vie, je pense qu'on est déjà dans une direction qui est saine. Après, qui suis-je pour dire ce qu'est un bon parent? Moi, je fais comme je peux avec mes 3 fils. Je fais forcément des bêtises. Ce qui est sûr, c'est que j'ai à cœur qu'ils s'en aillent. Voilà. Et que j'ai pas trop envie de me dire
il faudra qu'il fasse ça pour être heureux parce que je sais à quel point ces projections sont éminemment narcissiques et qu'en fait, on projette sur nos enfants ce dont nous, peut-être, on aurait eu besoin, mais nos enfants ne sont pas nous. Et les angoisses de nos enfants ne sont pas nos angoisses. Bonjour à tous, je me permets d'interrompre la conversation parce que si vous êtes là, c'est a priori que le contenu de transmission vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, aider à son référencement, aider à son développement, mettez un pouce bleu, comme disent les youtubeurs, abonnez-vous, mettez la cloche, partagez auprès de vous, que vous écoutiez en podcast ou en format YouTube, c'est très important pour aider la chaîne à se développer. Merci beaucoup. Oui, et d'ailleurs, c'est là où on peut se tourner vers la grande richesse de nos traditions intellectuelles et de nos mythes, qui évidemment étaient au courant, peut-être plus que nous, des différents hommes-femmes, et qui l'ont parfois théorisé de façon très imagée. On songe, vous citez Hansel et Gretel en passant dans l'Antimère, en disant que c'est exactement ça. En quoi est-ce que ce récit-là, pour vous, capte quelque chose de cette tentation possible ? Alors, c'est très intéressant parce que ce soit dans la mythologie ou dans les contes, cette figure de la mère archaïque et dévoratrice, elle est quand même assez récurrente. C'est pour ça aussi que j'étais frappée que dans la littérature psychologique récente, il y ait rien. Il y a un impensé profond. Et d'ailleurs, pour beaucoup de psychologues et de psychothérapeutes, quand vous dites « ma mère me hait », ils disent « mais non, elle ne savait pas, elle a souffert, elle faisait de son mieux ». Non, un père incestueux, il ne fait pas de son mieux. Enfin, je veux dire, il faut reconnaître l'existence du mal. Le mal n'a pas toujours l'excuse de la maladie mentale. Et on ne peut pas psychiatriser et nier et relativiser à ce point la différence entre le bien et le mal. Donc le mal existe et parfois il a la figure d'une mère, donc c'est une tragédie puisque au moment où vous êtes le plus vulnérable, vous arrivez sur Terre, la première chose que vous rencontrez, c'est un désir de mort dans les yeux de votre mère et pendant toute votre jeunesse, vous allez vous dire je suis folle, c'est pas possible que ma mère veuille ma mort. Donc vous vivez ce désir de mort et en plus vous vous dites que vous êtes folle. Hansel et Gretel, c'est comme... et cette sorcière qui essaye de les engrosser pour pouvoir les dévorer, c'est un peu comme la figure de la reine de Blanche-Neige. Absolument, j'allais vous le dire. Qui empoisonne. Et ça, c'est tout à fait la métaphore de ma mère. C'est-à-dire que, alors la pomme, évidemment, c'est les mots qu'elle va mettre dans le corps de la jeune fille pour qu'il y ait du curare, en fait. Il y a un poison qui l'immobilise. Elle est immobilisée figée, par la haine et donc elle ne peut pas aller vers les hommes. Elle est figée, en fait. Donc il n'y a même plus besoin de faire le vide autour d'elle. Elle est paralysée. Alors, dans les contes, il y a toujours cette figure de la mauvaise mère qui est souvent une belle-mère, parce qu'on ne peut pas agresser directement la mère. Et la bonne mère, elle est morte. Et donc, je crois qu'on a tous quelque chose à travailler avec l'ambivalence qu'on a pu ressentir chez notre mère. Mais dans les cas des mères profondément haineuses, en fait, il y a un chemin à faire pour arriver au niveau zéro. C'est-à-dire que déjà, vous allez passer toute la première partie de votre vie à arracher l'autorisation d'exister. Puisque celle qui donne la vie, la mère saine, avec ses défauts, normale, fatiguée, qui est crevée dans le tunnel 18h-20h avec le bain, etc., c'est une mère qui, précisément parce qu'elle a porté, qu'elle a donné la vie, n'a pas envie de saboter ça. Et donc, elle a le désir, même si par moments elle est réactivée dans des déceptions qu'elle a eues avec sa propre mère, de donner à son enfant, de préserver chez son enfant l'élan vital, de donner à son enfant le meilleur, même si peut-être qu'elle se trompe sur ce qu'est le meilleur, mais elle a envie que son enfant aille de l'avant, elle a envie que son enfant aime la vie, elle a envie que son enfant apprenne des choses. L'antimère, c'est celle qui retient, qui divise pour régner, qui ne veut pas que l'enfant ait confiance en lui pour qu'il ne tisse pas d'autres liens, donc elle va isoler l'enfant, elle va le culpabiliser, elle va le flatter pour qu'il reste près d'elle et puis ensuite le rabaisser pour qu'il n'aille pas vers les autres. En fait, l'antimère, l'image de la mère, c'est la vie qui est donnée, avec ce sang d'ailleurs qui passe, voilà, et cette vie qui sort de son corps et qui est portée, élevée. L'antimère, elle rabaisse, elle humilie, et en fait, elle se nourrit de son enfant. Les réussites de son enfant sont ses réussites. Mais en même temps, il ne faut pas que l'enfant réussisse trop parce que ça lui ferait de l'ombre. Donc, il faut que la petite fille soit jolie parce que si elle est laide, elle lui fait honte. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop jolie parce que sinon, elle lui ferait de l'ombre. Et donc, c'est un rapport à l'enfant qui devrait rendre l'enfant complètement psychotique puisque l'enfant n'est jamais une personne et ça n'est jamais un enfant. C'est un bout de moi qui doit être mis à l'endroit où moi, ça m'arrange. Donc, si là, ça m'arrange que tu sois entre ton père et moi, bah, tu vas être le médiateur du couple. Si là, ça m'arrange que tu sois première de la classe parce que moi, ça me flatte auprès des gens que je fréquente, tu vas être première de la classe. Le problème, c'est que
il y a un inceste mental là-dedans, c'est-à-dire que l'enfant est incapable de savoir que c'est pas son désir à lui. Il est persuadé que ce qu'il croit être son désir est son désir, alors qu'en fait c'est le désir qu'il a ingéré de son parent pour le satisfaire, dans l'espoir d'obtenir le droit d'exister. Oui, et est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter également, en s'appuyant sur un autre mythe qui est celui de la Belle au bois dormant, qu'il peut y avoir des tendances, lorsqu'elles ne sont pas équilibrées par la partie masculine, disons, à une surprotection de l'enfant et à ne pas le... C'est-à-dire que si on prend la fonction paternelle possible, en tout cas je vous la soumets, ce serait peut-être de rejouer le début de la vie en expulsant une seconde fois de l'enfant hors du foyer en disant va te faire des bleus, entre guillemets, va Bien sûr. t'aguerrir face au monde. Et dans la boîte d'abordement, il y a une sorte de tentative de créer un safe space géant en protégeant l'héroïne de l'histoire de tout ce qui pourrait, de toutes les aiguilles. Donc, on pourrait dire peut-être toutes les contrariétés. Il y aurait sans doute des métaphores freudiennes, phalliques à faire également. Des hommes, de la contrariété, d'un monde doux et protégé, que tout le royaume soit purifié en quelque sorte. Et évidemment, ça ne tient pas. Il y a toujours une exception, il y a toujours une contrariété qui va surgir. Et si l'enfant n'a pas été préparé et aguerri progressivement évidemment, face à la dureté du monde, eh bien, la première contrariété, on s'endort pour 100 ans, ce qui, dans cette métaphore, est une métaphore de mort. Je crois que le rôle du père est évidemment d'être le tiers séparateur. Donc l'enfant, il a besoin pour se construire à la fois de la tendresse et de l'interdit, et pour que la mère puisse donner puisse donner cette tendresse et cette sécurité émotionnelle et cette matrice réconfortante, il est extrêmement important qu'il y ait le tiers séparé. Elle met au monde, et le père, symboliquement, en allant à la mairie l'inscrire sur le livret de famille, il le remet au monde. En fait, on lui propose souvent de couper le cordon. Et on lui propose de couper le cordon, ce qui est extrêmement important. Alors, évidemment qu'il y a plein de familles monoparentales qui font du très bon travail, mais parce qu'en fait, ce tiers séparateur, même s'il n'est pas là, parce que le père est décédé, ou le père est parti, ou la mère est... Voilà, le tiers séparateur existe en fait dans la tête du parent qui est seul. C'est-à-dire que peut-être pour la maman solo, en fait, il y a des parrains, des oncles, des grands-pères, des amis qui jouent ce rôle de symbolisation et en fait, je t'arrache à cette fusion qui est essentielle pour que tu naisses, mais qui à un moment donné va vous tuer tous les deux. Et on est dans une époque qui est en train de glisser de l'ère narcissique même à l'ère quasiment psychotique, c'est-à-dire qu'en disant il n'y a pas de différence des générations, il n'y a pas de différence des sexes, tout est interchangeable, on croit que c'est le triomphe de l'individu narcissique, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des psychotiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'altérité, il n'y aura plus de frustration possible, il n'y aura plus de colonne vertébrale psychique. Évidemment que le père, il aide la mère en posant l'interdit symboliquement. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'une mère... Moi, je pose des interdits à mes fils tous les jours, mais il faut comprendre symboliquement le rôle de l'interdit, c'est ce qui est dit entre. Donc c'est, non, tu arrêtes de prendre le sein de ta mère, maintenant tu parles ton désir. Évidemment que la mère, elle peut le faire quand elle est toute seule avec son enfant, mais ça veut bien dire qu'il y a une fonction tierce. Oui. Et si on reste dans la dyade, on est dans... Parce que moi, j'ai vécu avec ma mère, une fusion qui aurait pu me rendre complètement psychotique, en fait, un truc complètement mortifère, où le père était émasculé, castré, mis dehors sous prétexte d'être un salaud, pour que surtout, ma mère puisse continuer de me vampiriser et de se nourrir de moi. J'ai retrouvé de l'énergie psychique et physique quand j'ai pu me décoller d'elle. Et d'ailleurs, je suis allée me réfugier chez mon père. C'est-à-dire que même s'il n'arrivait pas à ce moment-là à prendre sa place, moi, j'avais besoin qu'il tienne ce rôle. J'avais besoin qu'il y ait un mur porteur, en fait, sinon je ne pouvais pas me mettre debout. Mais c'était presque vous, implicitement, qui le suppliait de prendre le rôle qu'il ne voulait pas prendre. Mais bien sûr, c'est pour ça que je dis aux hommes, mais prenez votre place, en fait. Vous allez on parle beaucoup de la violence masculine, mais en fait, la violence féminine, elle ne passe pas par les mêmes outils, elle ne passe pas forcément par les coups, quoique, moi j'ai pris des verres en verre dans la figure quand même, et pas mal de violence physique, mais elle va passer par une emprise psychologique qui est encore plus pernicieuse et dangereuse parce que vous l'intériorisez et vous n'arrivez pas à la nommer, vous n'arrivez pas à la qualifier, vous n'arrivez pas à la raconter. Elle est moins visible de l'extérieur. Et elle est beaucoup moins visible de l'extérieur. Et là, s'il y a des hommes protecteurs dans l'environnement, face à une mère dévoratrice et violente, l'enfant est sauvé. Et d'ailleurs, ma plus grande peur quand je suis devenue maman,
c'était que mon enfant soit trop collé à moi. Je me disais, il faut qu'il y ait du tiers. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait mon mari, ou si mon mari n'est pas là, il faut qu'il y ait... Parce que peut-être que moi, sans m'en rendre compte, je vais lui faire du mal, donc faut du tiers. J'avais très peur de cette absence de tiers parce que je savais que une mère est capable du meilleur comme du pire et que l'enfant s'en remet pas forcément. Bon alors, sauf que moi, j'étais portée par l'amour. C'était quand même la différence avec ma mère. Mais je crois que oui, cette fonction tierce, elle est indispensable et que dire à notre enfant, il est merveilleux que tu existes, mais tu n'es pas tout pour moi, c'est très important. Parce que il est merveilleux que tu existes, il est bon que tu existes, tu es une merveille, donc tu es valable. Par ailleurs, tu auras le droit de me quitter parce que si tu es tout pour moi, c'est très culpabilisant. Oui, ça crée une attente déjà énorme implicitement chez l'enfant qui doit remplir la vie entière de ses parents. Oui, alors que dire à l'enfant « je t'aime plus que tout au monde, mais tu n'es pas tout mon monde », l'enfant comprend à quel point il est important et à quel point il est libre. Bien sûr. Et est-ce qu'on pourrait pas dire, si on poursuit un peu cette dichotomie et cette polarité complémentaire de l'homme et de la femme, que la mère, et c'est pour ça que je disais que l'amour maternel était premier en quelque sorte, mais la mère donne à l'enfant l'amour inconditionnel, ce qui lui permet d'établir un attachement sécurisant et affectif. Et le père, là aussi je schématise, il y a évidemment des nuances et des variations, mais offre un amour conditionnel, au sens où il lui dit, si tu es capable d'accomplir X, Y, Z, je t'aimerai encore plus que ce qu'on t'aime maintenant, parce que le risque avec un amour strictement inconditionnel, c'est de stagner dans ce qu'on est, tandis que là, il y a l'amour de l'enfant tel qu'il pourrait devenir. Et ce qui, disons, important d'aimer son potentiel et pas simplement l'état dans lequel il est. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, alors effectivement, beaucoup de penseurs le conceptualisent comme ça. Moi, je ne le dis pas comme ça. Je ne le dis pas comme ça parce que, d'abord, je vois des mères qui sont incapables d'aimer autre chose que leur propre reflet chez leurs enfants et qui sont très narcissiques et il n'y a pas d'amour inconditionnel du tout et tout est conditionné au fait que l'enfant soit parfait. Et à contrario, je vois des pères qui ont un amour inconditionnel dans les tripes et qui soulèvent des montagnes. Donc moi, je préférerais la distinction qui permettrait aussi de ne pas établir pour le coup de hiérarchie et de ne pas signifier aux hommes quelque part votre amour est plus fragile, votre amour est moins sincère. Il y a un sous-entendu que je trouve dangereux pour les hommes qui doutent d'eux-mêmes. Ouais. Donc je préfère faire la distinction entre l'être et le faire. Je dirais que peut-être l'amour maternel est du côté de l'être. Et l'amour paternel va se manifester parce que l'homme est dans le faire, dans la productivité, dans la performance. Il est plus du côté du faire. Le père va se trouver des affinités avec son enfant en faisant quelque chose, en lui apprenant à bricoler, en partageant peut-être une performance sportive. Ils vont sentir la fierté et le plaisir d'être ensemble à travers ces choses. Et peut-être que le père va moins sentir l'extase de simplement porter un nourrisson endormi contre lui, quoique je connais des hommes qui adorent être avec des bébés. Mais je préfère la distinction, l'amour du côté de l'être, et l'amour du côté du faire, parce qu'effectivement, un être humain qui ne fait rien, il est diminué. Néanmoins, il y a une dignité, il y a un sacré de la vie qui préexiste à toute action. C'est ce qui fait que je ne suis pas réjouie par ce qui est en train de se passer autour de l'euthanasie actuellement en France. Donc je préfère cette distinction. Bien sûr. Mais on n'est pas très éloigné. Non. Et je pense ce qui est sûr, c'est qu'il y a une emprise de la douceur. Et quand il n'y a que l'amour inconditionnel, ça peut faire des gaillards qui, avec l'arrivée de la testostérone, deviennent très violents et prennent le lead à la maison parce qu'il n'y a pas de figure paternelle, il n'y a qu'une mère soumise. Et d'un autre côté, s'il n'y a que l'interdit et pas la tendresse, il y a des carences affectives et il y a des enfants très rigides et très carencés. Je dirais que ce que j'avais en tête, c'est l'idée que aimer pleinement quelqu'un, c'est également aimer ce qu'il pourrait devenir. Au sens où je vois dans toi, mon enfant, le potentiel aussi que tu as, et je ne vais pas me contenter que tu ne le fasses pas fleurir, parce que la meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est aussi d'être capable de voir en lui les graines qui pourraient fleurir demain et son épanouissement. Et il me semble là-dessus qu'on est peut-être un peu en train de basculer trop du côté de l'être chez les enfants, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, dans le phénomène de l'inflation des notes, qu'on voit à la fois aux États-Unis et en France, qui est objectivable, c'est-à-dire que le pourcentage de A dans le système scolaire américain a explosé au moment où leurs scores SAT, qui sont des examens standardisés d'entrée à l'université, ont baissé. En France, on a le même phénomène avec les mentions très bien au bac.
Et avec le bac tout et court. avec le bac tout court, et avec parallèlement l'effondrement des classements PISA. Donc à chaque fois, on a une mesure de contrôle et une Oui, mesure sauf que vous l'interprétez comme, c'est parce qu'on est trop du côté de l'amour inconditionnel. Moi, je l'interprète d'une manière beaucoup plus péjorative et négative. Je pense que, justement, on a cessé d'aimer les enfants. Parce que l'exigence est une preuve d'amour. Et que des adultes qui ne corrigent plus les fautes d'orthographe, ce ne sont pas des adultes qui aiment les enfants inconditionnellement en disant tu peux être une larve et tu seras formidable. C'est des adultes qui méprisent les enfants. C'est des adultes qui renoncent à la verticalité. C'est des adultes qui exploitent l'idéologie de, justement, cette symétrie permanente, cet égalitarisme et ce déni de la différence des générations et de la verticalité. L'autorité, c'est quand même une relation asymétrique. En fait, c'est des adultes qui ont renoncé à leurs devoirs. C'est des adultes qui ont démissionné parce qu'ils n'aiment pas les enfants. Quand on aime un enfant, on lui dit pas c'est absolument formidable quand il a écrit 3 mots avec 5 fautes d'orthographe. On lui dit je suis très heureuse de faire cet exercice d'écriture avec toi et je te propose qu'on recommence parce que tu vas faire encore mieux. Ouais. Et l'enfant, il est très heureux qu'on soit exigeant avec lui. Il est très, très C'est heureux. juste, ouais. Moi, j'avais fait une surprise à leur grand-père. Mes jumeaux avaient 3 ans l'année où, pour Noël, ils ont offert à leur grand-père de lui réciter Le Corbeau et le Renard. Et on peut se dire, mais à 3 ans, c'est beaucoup trop exigeant. Mais on a tellement rigolé en l'apprenant. Ils étaient tellement fiers, ils étaient tellement joyeux. Moi, je pense que justement, renoncer à corriger les fautes chez l'enfant, c'est pas un signe d'amour inconditionnel. C'est un signe de profond mépris, qu'on est des gros égoïstes, qu'on n'en a rien à foutre parce que nous, l'instruction, on l'a, et qu'on a juste oublié une chose, c'est que le sens de la vie, c'est de transmettre. Et est-ce qu'on pourrait pas dire aussi que le glissement qu'on voit, c'est une anecdote que je raconte souvent dans cette émission, mais je suis allé aux États-Unis il y a un an et demi, dans l'un des États les plus progressistes, disons, et j'ai vu plus d'animaux en poussette que d'enfants, je pense. Et on a beaucoup réfléchi à la distinction, parce qu'évidemment c'est deux choses différentes, mais qui remplissent à certains égards une sorte de fonction affective quelque peu similaire chez pas mal de gens. L'animal, il stagne en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il évolue quand même beaucoup moins qu'un enfant qu'entre 0 et 6 mois. Bah, l'animal, il vous Euh, échappe pas, il vous échappe pas, puisqu'il est il domestiqué. est docile, il est beaucoup plus prévisible quand même que l'enfant qui, en grandissant, change, nous questionne, nous bouscule. Et que là, il y a une sorte de statique rassurant. C'est-à-dire qu'un animal va remplir la fonction affective, et elle est très importante, attention. Bien sûr. Je pense que les personnes âgées qui sont seules, heureusement qu'elles ont leur animal de compagnie. Mais sans le séisme identitaire qu'amène l'enfant. Très juste. Pourquoi? Parce que l'animal, en fait, il va pas changer l'arbre généalogique. L'enfant, il va vous décaler. Enfin, je sais pas, parce que vu la période dans laquelle on est, c'est possible que maintenant, on Donc, foute ils les animaux dans l'arbre lèguent leur généalogique. héritage à leur chat. C'est déjà possible dans certains États, je crois. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant, déjà, quand il arrive, il pousse tout le monde. C'est, vous remontez d'un étage. Les parents deviennent grands-parents et les enfants deviennent parents. Donc, c'est un séisme identitaire. Et il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'électrochoc, il n'y a pas de thérapie de choc plus brutale que l'arrivée d'un enfant. C'est-à-dire, votre premier enfant, c'est bien pour ça que beaucoup ne veulent pas d'enfants, parce que leur inconscient sait qu'ils vont être face à des traumas qui peuvent fuir tant qu'ils n'ont pas d'enfants, ils peuvent réussir plein de choses dans la vie qui leur permet de ne pas penser ce qui a fait mal. Et en fait, l'enfant, il arrive, il vous pose sur la table allongée tous les dossiers familiaux qui ne sont pas réglés. Donc, si votre mère vous a détesté, au moment où vous prenez votre bébé dans les bras et vous vous êtes envahi par l'amour, vous êtes à la fois envahi par l'amour et vous vous prenez un tsunami de la même puissance avec à quel point ma mère m'a pas aimé. Donc évidemment que un enfant, ça vient travailler vos blessures, travailler vos assises psychiques, travailler vos traumas, travailler vos peurs, travailler vos angoisses. Je le dis dans le livre, moi j'avais très peur de redevenir dépendante. Parce que je me disais, à partir du moment où j'ai un enfant, en fait, je vais être quand même dépendante de mon environnement s'il est malade, ou si c'est pas de la famille, ça va être du nounou, etc., ou de mon mari. Et moi, je savais à quel point avoir été dépendante avait failli me coûter la vie. J'ai failli en mourir de mon enfance. Enfin, à 20 ans, je pesais 36 kilos. J'ai failli en crever de ma mère. Donc, et de l'abandon de l'environnement. Donc, moi, j'avais peur d'avoir un enfant parce qu'en fait, j'avais peur que la vulnérabilité de cet enfant me remette, moi, dans une immense vulnérabilité. Alors, j'ai pu le surmonter parce que j'ai eu un homme à mes côtés qui m'a donné confiance dans ma maternité, donc qui m'a permis de faire le saut. Encore une fois, on voit à quel point l'homme peut être important, alors qu'il est disqualifié aujourd'hui, pour aider une femme qui manque de confiance dans sa maternité à dire non mais attends, toi tu ne seras pas toute seule en fait dans ta maternité, Oui. et moi je crois en toi, je sais que tu ne seras pas
la même mère que ta mère, même si tu es mère comme ta mère. Oui. Donc, encore une fois, le tiers séparateur, il joue là. Tu seras mère comme ta mère, mais tu ne seras pas la même mère que ta mère. Oui. Donc, bien sûr que l'enfant, c'est un séisme identitaire avec plus d'enjeux qu'un animal. Et d'ailleurs, sur la vision de la fonction paternelle, vous avez un passage dans Être parent en temps de crise, dans lequel vous dites l'attaque répétée de la figure paternelle a conduit à une génération d'adolescents effrayés par le moindre engagement et évitant les responsabilités morales. En quoi y aurait-il un lien, selon vous, entre la dévalorisation récente de la fonction paternelle et la peur de l'engagement chez les jeunes hommes? Parce que la crise de l'autorité, et donc la crise de la transmission qui en découle, ça a été la déconstruction de toutes les figures d'autorité symboliques. Donc ça a été évidemment le père, et puis une fois qu'on s'en est pris au père, on s'en prend à la mère, hein, on s'en prend à la mère maintenant, et donc qui est sur la touche, c'est l'enfant. Le père, l'enseignant, qui est devenu un animateur qui n'a pas le droit de sanctionner ni de corriger les fautes. Le policier, à certains égards. Le politique, parce qu'on ne peut pas dire quand même qu'on est des incarnations de figures avec un surmoi qui temporise le narcissisme, hein, c'est un petit peu inversé. Les grands cadres symboliques, alors les églises, la vie de la cité, que ce soit la paroisse, le temple, etc. En tout cas, les grands cadres d'autorité symbolique et de transmission aussi des grands récits. La culture s'est vautrée complètement. Donc tous les lieux de récit, d'accrochage de la pulsion au symbolique, au sacré, à la verticalité, parce que l'autorité, c'est pas ce qui écrase, c'est ce qui élève par la verticalité. C'est là qu'il y a une confusion très perverse entre l'autorité et l'autoritarisme. Je dis toujours, si vous voulez faire la différence, le parent autoritaire, il élève. Le parent autoritariste, il écrase. Voilà, c'est le mouvement inverse. Donc on a déconstruit tout ça, ce qui a évidemment mis les mères dans une position un peu, dans la position de dire on va pas faire d'enfants en fait, parce que c'est trop difficile. On nous demande de faire carrière, et en même temps d'être mère, et en même temps de rester séduisante, parce que du coup, il n'y a pas de père, donc on n'est pas en couple. Donc en fait, c'est trop. Donc on est insatisfaite, et donc finalement, on ne va pas faire d'enfant. Parce que la liberté, ce serait d'être dans un open space à traiter des mails, mais par contre, ce serait un esclavage de s'occuper de l'enfant qu'on a porté. Je caricature pas tellement, hein. Donc en déconstruisant cette figure paternelle, toutes ces instances d'autorité, pourquoi on fait peur aux jeunes hommes qui restent des adolescents, qui veulent jouir sans entrave? Parce qu'on leur fait croire que la liberté, c'est l'absence de contraintes. Tout à fait. On leur fait croire que le bonheur, c'est de ne pas se prendre la tête. Et que répondre de ses actes, parce que la responsabilité, c'est répondre de ses actes, donc c'est exercer sa liberté. C'est trop difficile. Forcément, parce qu'il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de cadre. Donc en fait, je dois réinventer le monde chaque jour. Donc si je ne peux m'appuyer sur rien, parce qu'on ne m'a rien transmis, mais qu'est-ce que je vais transmettre? Donc on a créé une société qui est évitante du lien, qui est évitante de l'amour. Et donc évidemment, on se dit que finalement, le plaisir immédiat est quand même beaucoup moins dangereux et angoissant et incertain qu'une transmission sur le long terme. Et de fait, quand on avait eu les conversations ici avec le psychologue Maxence Carsana, on avait beaucoup parlé de ce défaut masculin, alors éternel à certains égards, mais quand même, je pense, particulièrement générationnel, qui est la fuite devant les responsabilités. Et vous avez raison, à mon sens, de faire le lien avec notre conception de la liberté, qui est moins on a de contraintes, plus on est libre. C'est une sorte d'équation assez simple, alors que c'est tout le problème de la phrase anglaise to settle down, qui est souvent utilisée pour dire je me suis casé, je me suis posé, comme si le mariage et la rencontre amoureuse étaient la fin de l'aventure et non pas son début, et comme si on vivait sa vie d'abord et ensuite, quand on n'avait plus trop le choix, on se posait, on se casait et tout s'arrêtait là. Alors que il faut arriver à faire comprendre, me semble-t-il, à ma génération d'hommes, que déjà beaucoup de femmes sont là à regarder leur montre en disant quand est-ce qu'il va s'engager, quand est-ce qu'il va franchir le pas, ça fait un moment, on est prêt, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il fout, et deviennent même impatientes et parfois partent à cause de ça. Et il faut arriver, je pense, à décoincer cet aspect-là chez les jeunes hommes en favorisant cet engagement. Et je ne sais pas comment s'y prendre, en dehors du fait de faire l'éloge de la vie post-engagement, si je puis dire, de l'autre côté de l'engagement, de l'autre côté de ce miroir-là.
mais il me semble que ça fait partie des déterminants culturels les plus importants à modifier aujourd'hui. Bah, déjà, il faut commencer par leur redonner confiance en eux, parce que c'est difficile de s'engager, et notamment de s'engager dans un désir d'enfant, quand on vous prêche un narratif de crise, surtout. Hmm. Donc, il n'y a plus d'espérance. C'est la crise économique, c'est la crise climatique. Si tu fais un bébé, tu tues un arbre. C'est la crise écologique, c'est la crise sanitaire, c'est la crise migratoire, c'est la crise institutionnelle. Ouais. Voilà. Donc, ils n'entendent parler que de crise. Et au fait, le mot crise, il active quelque chose. Crise, c'est aigu. C'est quelque chose qui vous fige la Hmm. pensée. Vous pouvez plus vous projeter. Si c'est la crise, je suis en position d'hypervigilance. Donc je peux pas en fait lâcher prise et aimer, s'engager, avoir un enfant, fonder une famille, ça demande évidemment de lâcher prise et qu'on arrête de faire l'apologie de la maîtrise et du contrôle. On est dans une ère très narcissique qui ne jouit que du contrôle, qui ne prend aucun plaisir à l'inattendu. Alors même si on vous vend des stages de lâcher prise, de développement personnel, en fait c'est évidemment parce qu'on le met en avant, qu'on voit bien à quel point c'est complètement inexistant et ça a été complètement arraché de la vie de la cité. Donc je pense qu'il faut leur redonner confiance dans l'idée qu'ils sont capables, qu'ils sont valables, que se mettre debout dans leur virilité, c'est fait pas d'eux des prédateurs toxiques dangereux, et que finalement le prédateur, comme l'antimère, c'est l'anti-homme. L'antimère, c'est une antimère parce qu'elle est perverse et qu'elle retient la vie au lieu de la donner. L'homme qui est un prédateur, qui a besoin de violer pour se sentir puissant, c'est évidemment un échec du masculin. Donc parce que tu es un homme, tu n'es pas un prédateur, tu es appelé à être un protecteur. La femme, elle va te faire monter dans le monde intérieur et dans l'intuition. Elle va t'expliquer ce continent que tu ne maîtrises pas du monde intérieur. Toi, tu es le protecteur. Et en fait, plus la femme va se sentir protégée et plus elle va te donner de richesses dans le monde intérieur. Si la femme, elle est en train de se sécuriser en permanence dans la rue financièrement, etc., elle ne peut pas te nourrir. Voilà. Et donc, ça les dégoûte tous les deux du lien parce qu'en fait, chacun doit tout faire tout seul. Donc, si je dois déjà tout faire, pour moi, je suis en burn-out, j'ai plus rien à offrir, je suis desséchée dans mon féminin. Et je pense qu'il faut leur redonner confiance dans ça, dans l'idée que leur plus grand pouvoir en tant qu'homme, mais c'est évidemment la protection. Évidemment, quoi qu'on raconte. Bien sûr. Et même si on n'est pas prête à renoncer à notre indépendance financière, parce que notre capacité à nous loger grâce à notre salaire, effectivement, si jamais il y a un problème un jour que l'homme devient violent, elle est très importante, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de montrer notre vulnérabilité. Sauf qu'on ne peut pas montrer notre vulnérabilité à des larves qui ont à la fois peur de nous quand on est forte et peur de nous quand on est fragile. Pourquoi ? Parce qu'on a sapé leur confiance en eux. Moi, j'ai 3 fils et je veux déjà qu'ils aient confiance en eux. Parce que s'ils savent qu'ils ont des qualités, qu'ils ont une valeur ajoutée, qu'ils ont quelque chose à offrir, ils auront moins peur de s'engager. Parce que c'est pas facile de s'engager quand toute la société vous dise « si tu hausses la voix, t'es une merde Ouais. ». Tu es capable, on t'attend, et si ça va pas, on s'est posé nos limites maintenant. Dès les années 70, il y avait Christopher Lasch qui décrivait ça dans un ouvrage dans la famille en disant que les deux conceptions dans la culture générale de l'homme sont soit une espèce d'objet de ridicule un peu incompétent, soit format le parrain. Donc le chef de bande La mafieux. caricature de la virilité, Voilà. complètement sociopathique, qui Soit, a droit de vie et de mort sur son entourage. exactement. Soit omnipotent maléfique, soit impotent incompétent. Soit émasculé. Exactement. Et je trouve que là-dessus, on pourrait mettre en parallèle le psychanalyste Ruben Rabinovitch le formule de façon magnifique aussi en disant soit un pauvre type, soit un sale type. En gros. Et le binaire est là. On pourrait dire Homer Simpson d'un côté, mastodonte culturel s'il en est, dont on se gausse, et de l'autre, le parrain, je pense que c'est un bon exemple, où il est très puissant et très fort, mais pas vraiment dans un... Et le point commun, c'est qu'ils n'ont pas d'espace psychique. D'accord. En fait, quand vous êtes que dans la force et je domine et je suis tout puissant, vous n'avez pas besoin de penser. Oui. Et quand vous êtes une larve, on vous a signifié que votre verbe, votre parole, donc potentiellement l'interdit et le désir, n'ont pas voix au chapitre. Donc en fait, dans les deux cas, ils n'ont pas d'espace psychique. Un homme qui a un espace psychique, c'est un homme qui sait quelle est sa place et qui n'est pas menacé par l'altérité. Les masculinistes, c'est évidemment des hommes qui ont très très peur des femmes. Bien sûr. En fait, c'est drôle parce que d'ailleurs,
100% des hommes ont peur des femmes et 100% des femmes ont peur des femmes. C'est-à-dire que je crois que le pouvoir du féminin, c'est encore un impensé psychique au niveau collectif et qu'en fait, c'est notre immense puissance qui terrifie. D'ailleurs, la jalousie entre les femmes, j'en parle dans l'antimère, elle est bien plus... Moi, je dis, quand j'étais petite, j'avais pas peur du tout, en fait, des hommes et du désir des hommes. Je savais très bien le gérer. Et quand j'étais jeune, le désir des hommes, c'est oui, c'est non. Mais la jalousie féminine, je savais jusqu'où ça pouvait aller, en fait. Je savais que ça pouvait tuer. Je savais que ça pouvait conduire au suicide. Et donc, je pense que le pouvoir du féminin, en fait, il faut simplement le reconnaître parce qu'il y a énormément de discours qui circulent qui sont en fait une haine du féminin par peur de ce pouvoir et de cette puissance féminine. Et sauf que si les femmes admettent que leur puissance féminine n'a pas besoin d'être dissimulée derrière du masculin, qu'on n'a pas besoin d'être des hommes comme les autres pour être des femmes épanouies, et qu'au contraire, c'est de connaître la singularité de notre puissance féminine qui va nous permettre de nous positionner face à l'homme et de permettre à l'homme d'être pleinement homme et pas petit garçon, ça va changer beaucoup de choses. Mais effectivement, aujourd'hui, les hommes sont un peu perdus parce que c'est soit je suis le petit garçon pour pas être dangereux, mais du coup, la femme est épuisée parce qu'elle en a marre de gérer un gamin complètement immature qui a 14 ans d'âge mental, soit je suis une figure menaçante. Et on n'a pas encore trouvé finalement, le père saint. Oui. C'est le père qui est en capacité d'avoir confiance en lui pour aimer plusieurs femmes différentes à mesure que le temps va passer, mais comme sa femme, elle va aimer plusieurs hommes différents à mesure qu'il va vieillir. Et je me demande quand même s'il n'y a pas un espace culturel qui s'ouvre pour un éloge de cette sorte de paternité équilibrée et saine, parce que je constate quand même qu'il y a eu plusieurs blockbusters, là aussi, pour reprendre cette méthode d'analyse culturelle, dans lequel on a vu ce type de père émerger. Alors, je ne sais pas si ça en a fait un bon film, mais en tout cas, dans le dernier James Bond, il devient une espèce de père de famille protecteur, donc plus vraiment tel qu'on le connaissait, mais en tout cas, c'était un choix étonnant. Dans le deuxième Avatar, tout tourne autour du rôle du père, et c'est le thème exploré. Alors, il n'est pas père, mais en tout cas, Tom Cruise a essayé de faire tenir la figure du masculin héroïque, qui pour le coup est vraiment vu positivement, et non pas comme un sale type, ni pauvre type, ni sale type, un bon type. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a une réouverture peut-être que je suis trop optimiste, mais pour un éloge de cette figure-là, et pour sa réapparition culturelle, en quelque sorte. En tout cas, je pense qu'on a une opportunité à notre génération qui est inédite. C'est que on a des outils et des connaissances en psychologie, et notamment sur les traumas, qui nous permettent de remettre en question, mais sans jeter le bébé avec l'eau du bain, les schémas précédents. Nos grands-parents, ils étaient dans les traumas de la guerre, sans aucune prise en charge des traumas. Donc, pour la plupart d'entre eux, ils étaient dissociés. Donc, ils ont élevé nos parents en étant complètement dissociés de leurs affects. Donc, ça a laissé des carences affectives. Nos parents sont plus allés vers la consommation que vers l'introspection. Donc, ils ont fui le monde intérieur. Nous, ça y est, on a les billes. On est capable d'aller en psychothérapie. On sait que c'est pas honteux, même s'il y a encore beaucoup d'hommes qui vont vous dire « Bah, je suis pas fou, je suis pas malade. » Non, mais tu as le droit d'avoir un dialogue avec toi-même. Peut-être que ça t'évitera de te victimiser et de penser que c'est toujours les autres qui ont tort. Donc, nous, on est cette génération qui a cette opportunité formidable de prendre le bon de l'introspection. On a un écueil énorme, c'est la posture victimaire. Ouais. Ah ben j'ai vécu ça, donc je suis ça. Non, tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Et le but de la thérapie, c'est on m'a fait ça, je le reconnais, je ne suis pas dans le déni. Comment je le transforme? Qu'est-ce que j'en fais? Elle est là ma liberté. Et c'est vraiment le message de l'anti-mère. Hein. On peut avoir une anti-mère et être super heureuse d'être mère. Moi, franchement, je m'éclate avec mes fils. Hein. Ouais. C'est pas pour moi un fardeau d'être maman. Donc, on a cette opportunité, on a cet écueil. Je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui ont envie justement d'être des hommes différemment, pas de revenir en arrière, d'offrir aussi à leurs enfants des éléments de sensibilité, d'un rapport au vivant que peut-être la génération n'avait pas parce qu'elle était très tournée vers le matérialisme, l'expansion économique, etc. Et je pense qu'on a une génération de pères qui sait aujourd'hui que la transmission, parce que on a beau être dans une crise de la transmission, une fois que votre femme est enceinte, vous vous demandez ce que vous avez envie de passer à votre enfant. La question est inévitable. J'en parlais sur Europe 1 il n'y a pas longtemps avec Julien M, qui est un romancier qui a écrit sur mes épaules, tu bâtiras ton monde. Et justement, toute la question du roman, c'est qu'est-ce que je vais laisser à mon fils, quelle bille je lui donne pour faire sa vie sans moi. Donc je pense qu'on a vraiment cette conscience aujourd'hui, quand on devient parent,
on doit outiller notre enfant pour qu'il nous quitte, et que les schémas de nos parents étaient incomplets. Donc ça, c'est formidable. Maintenant, voilà, l'écueil et le risque, c'est un écueil victimaire ou un écueil très manichéen, où finalement les hommes n'auraient droit de citer que s'ils sont émasculés. Non, moi je pense que s'il y a autant de prédateurs, c'est pas parce que le mal est nouveau, les prédateurs ont toujours existé, c'est parce que les hommes non prédateurs n'ont pas le droit de se mettre debout. Oui. Et donc, ils sont lâches. Et donc, dans le métro, ils détournent leur regard parce qu'ils savent que s'ils défendent la fille qui se fait agresser, ils vont finir au commissariat. Je pense qu'on a besoin de revaloriser l'homme protecteur. Parce que sinon, on a des prédateurs et des lâches. Oui. Et ça, c'est un problème. Les prédateurs n'avancent que parce que les hommes bons sont lâches. Et dans les différentes causes possibles de la perte de confiance en soi des hommes, il me semble que le discours psychiatrique, psychologique, victimaire, je ne saurais pas très bien le définir exactement, a joué dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, un passage dans l'Antimère qui m'a beaucoup frappé, c'est que avant que votre père, parce que c'est quand même à lui qu'on posait encore manifestement la question, accepte que votre mère vous enferme et vous séquestre vers la fin de votre scolarité. Enfin, quitte le domicile avec moi, effectivement, oui. Dans un appartement où j'avais 35 dans 30 mètres carrés, où j'avais pas le droit d'ouvrir les volets. Avant qu'il accepte ça, il a eu besoin de se référer à des psychiatres. J'ai trouvé ce geste intéressant. C'est qu'il aurait pu se dire, en tant que père, je pense que c'est mauvais en soi, je vais m'y opposer. Mais il a laissé des figures d'autorité médicale décider à sa place. Est-ce que c'est pas aussi un symbole d'une des causes de l'affaissement de l'autorité masculine en tant que telle? Il voulait pas prendre ses responsabilités. Oui. Donc s'il y avait une autorité médicale, c'est pour ça que je dis toujours à mes patients, mais vous êtes la mère, vous êtes le père de cet enfant. En fait, c'est pas moi la psy, c'est pas le pédiatre, c'est pas l'État, c'est pas l'école. Vous ressentez quoi dans votre tripes? Arrêtez d'être dissociés. Vous ressentez quoi de votre enfant? Vous le connaissez, votre gosse, en fait. Vous êtes jour et nuit avec. Et je pense que mon père voulait pas se responsabiliser. Et que quelque part, ça l'arrangeait bien qu'une autorité extérieure valide le fait que sa femme parte avec sa fille parce que du coup, il ne se sentait pas coupable d'avoir abandonné puisque il y avait un tampon sur un certificat médical. Il n'a pas pris sa place de père, il n'a pas pris sa place d'homme, il ne s'est pas mis debout, il a des éléments peut-être dans son histoire personnelle qui l'expliquent, qui n'empêche qu'à ce moment-là, il abandonne l'enfant à la mère démente. Il s'en est voulu, il m'a demandé pardon d'ailleurs. Mais effectivement, à ce moment-là, il refuse de sauter l'obstacle. Il refuse de se positionner en tant que père et de dire non, là, je sépare la mère et l'enfant parce que l'enfant va y laisser sa peau. J'y ai laissé ma peau. J'ai réussi à renaître. Aujourd'hui, j'ai un lien tendre avec mon père parce que je lui ai évidemment pardonné. Ça m'a pris du temps, mais j'ai pardonné cet abandon. Mais bien sûr que ce que je dis dans le livre, c'est mais en fait, jamais une mère ne peut être aussi destructrice si des hommes assument leur masculin protecteur à ce moment-là et qui ne détournent pas le regard. C'est pour ça que la complémentarité, on peut raconter ce qu'on veut sur l'égalitarisme, la complémentarité, elle est indispensable. Il faut que la mère puisse dire au père, écoute, vas-y mollo, parce que là, je trouve que quand même, tu t'es énervé un peu fort, ou que le père dise, écoute, lâche-la un peu, elle a le droit de sortir avec ses copines, il est temps pour elle, voilà. Et je pense que cette intervision, elle est merveilleuse, elle est très rassurante, elle est très reposante, parce qu'on projette toujours nos peurs. J'avais une patiente qui me disait, depuis que j'ai été agressée dans la rue, j'ai tendance à enfermer ma fille, parce que j'ai peur pour elle, et je sais que ma peur est toxique. C'est-à-dire que j'ai terriblement peur pour ma fille, je ne me pardonnerai pas s'il lui arrivait quelque chose, vu que moi, j'ai été agressée. Et en même temps, je sais qu'en l'enfermant, je lui fais du mal. Et donc, j'ai besoin de mes amis qui me rassurent, j'ai besoin que son père me contredise, parce qu'en fait, toute seule, j'y arrive pas. Oui. Mais la raison pour laquelle j'ai pris cet exemple, c'est que dans ce scénario donné où le père avait besoin de remplir son rôle, il ne s'est pas tourné vers n'importe quelle autorité. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 50 ans, il se serait tourné vers le prêtre, peut-être qu'il se serait tourné vers le prof, tous les différents P, figures d'autorité et de surmoi de la société. Aujourd'hui, c'est le psychiatre. Ce que je trouve intéressant comme basculement, c'est on a un passage du péché à la maladie, en quelque sorte. Lâche parlait de ça. L'autorité légitime aujourd'hui doit être médicale, à tel point que je dirais que dans notre culture thérapeutique, autorité médicale est un pléonasme et autorité parentale une antinomie, en quelque sorte.
Et ça m'a l'air d'être un basculement tout de même assez important, qui est assez peu analysé. Et c'est pour ça que je trouvais cet Oui, exemple-là alors qui est intéressant. l'aboutissement du positivisme, hein, puisqu'en fait, Auguste Comte dit c'est bon, maintenant on arrive à l'ère du rationalisme scientifique, l'humanité est enfin débarrassée de ces questionnements métaphysiques qui ne servent à rien, on va arrêter de se demander pourquoi, on va arrêter de se poser la question du sens, et la société va être dirigée par des sociologues et des experts scientifiques. Ouais. Ce qui est Donc ça, terminé c'est en le secte d'ailleurs. fantasme du positivisme qui aboutit aujourd'hui au progressisme dans sa version la plus morbide, à savoir que le médecin, sans l'avis de la famille, va pouvoir tuer quelqu'un et mettre sur le certificat que c'était une mort naturelle. Hein. Donc Ouais. là, on est quand même dans un délire de toute Ouais. puissance qui est assez inquiétant. Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, je ne suis pas en train de juger les personnes qui souhaitent se suicider. Je parle de la dérive de cette loi. Mon père, c'est pas du tout un hasard. Mon père, c'est lié au fait justement qu'il était dans le déni du mal et que donc il s'est toujours raconté, pour ne pas voir le mal, que ma mère était malade. C'est-à-dire quand c'était plus Ouais. possible de nier les faits, le mot que mon père disait, c'était « elle est stressée, elle est malade ». Oui, mais donc si elle est malade, prends tes responsabilités, fais-la hospitaliser, au lieu de faire valider par un psychiatre qu'elle m'emmène vivre seule avec elle à huis clos. Ce que sa mère lui avait dit, c'est pas Marie-Estelle de vivre à huis clos, d'être l'infirmière psychiatrique d'une femme qui se déchaîne sur elle. Donc mon père va se tourner vers le psychiatre pour justement ne pas penser le mal et se dire, il y a l'excuse, je ne peux pas penser que je suis sous l'emprise d'une femme perverse puisque je suis sous emprise, je ne peux pas penser qu'elle nous manipule, je ne peux pas penser qu'une mère n'aime pas ses enfants parce que ma grand-mère adorait ses enfants, donc mon père c'était inimaginable, je ne peux pas penser le mal, je ne peux pas penser pour mon ego que je suis manipulée, je ne peux pas penser l'intention de nuire. Et donc mon père faisait cette confusion qui l'arrangeait de je me console de la vision du mal par l'explication psychiatrique. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, le mal et la maladie mentale sont des catégories qui peuvent parfois se recouvrir, mais qui ne sont pas superposables. Moi, j'ai en consultation des femmes malades sur le plan psychiatrique. Il y a un diagnostic de trouble anxieux, il y a un diagnostic de bipolarité, il y a un diagnostic de dépression. Elles sont malades. Elles sont là parce qu'elles aiment leur enfant et qu'elles disent « je veux pas que mes problèmes impactent mes enfants. Comment je fais? Je veux me soigner, je veux aller mieux. Ma maternité est un levier de guérison. » Et puis il y a les femmes comme ma mère qui veulent pas foutre les pieds chez un psy, qui veulent pas travailler sur elles, qui veulent pas foutre les pieds non plus chez un prêtre. En tout cas, elles veulent pas travailler sur elles. Diviser la famille les fait jouir. Elles se nourrissent du mal qu'elles font parce que c'est leur seule manière de réussir à bas prix. Que finalement, réussir quelque chose du côté de la créativité, ce serait un peu trop coûteux. Et ça leur convient très bien. Et elles n'ont pas l'excuse. Enfin, ma mère n'est pas schizophrène. Hein. Oui, mais justement, un paradoxe qui m'amuse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, dans une même sociologie de gens, ils vont vous dire il n'y a rien de honteux à avoir des troubles de la santé mentale, il faut en parler, ça n'est pas un problème. Et en même temps, vont utiliser beaucoup de termes suffixés en phobe pour vous insulter. Et c'est quand même vécu comme une insulte. Oui, Ils vont parce que dire, la psychiatrisation du dissident, c'est du gaslighting, c'est une méthode perverse, stalinienne. J'ai pas besoin de débattre avec toi, puisque de toute façon, t'es fou. oui. Mais donc il y a à la fois une pathologisation. Ah bah non, non, ça veut dire, si t'es pas d'accord avec le discours dominant, on va te mettre sous molécule. Oui. Il n'y a pas de honte, Non, c'est t'es sûr. juste malade. On va te mettre sous molécule, t'inquiète pas. Il y a une Oui, oui. molécule pour les gens qui votent pas comme il faut. C'est quelque chose Donc que, c'est quand même assez inquiétant. tout à fait, et là aussi, Christopher Lasch en parlait, où il prenait un exemple de quelqu'un qui avait commis un crime. Alors, on a un peu les deux à la fois aujourd'hui, c'est-à-dire que parfois on entend des histoires de quelqu'un qui découpe en morceaux une vieille dame innocente, mais qui avait bu un peu avant, ou qui avait pris du cannabis ou que sais-je, et donc il n'était pas jugé en faculté de ses moyens, et donc Alors la on question de le soigne. l'altération du jugement et de l'abolition du jugement et de l'expertise psychiatrique dans les tribunaux, c'est une vraie question. D'abord, souvent les psychiatres n'ont pas assez le temps. Les 3 psychiatres dans les grosses affaires ne sont pas forcément d'accord sur est-ce qu'il y a altération ou pas, est-ce qu'il y a abolition. Et la question de la continuité psychiatrie-justice, c'est un très très gros sujet. Moi, j'ai travaillé dans une unité fermée avec des gens qui sortaient de prison ou qui partaient en prison. On a fait une émission sur Europe 1 d'ailleurs là-dessus, sur la différence entre la dangerosité criminelle et la dangerosité psychiatrique. Je pense que c'est important de rappeler quand même que, par exemple, les schizophrènes qui sont de vrais malades mentaux, contrairement aux idées reçues, ne sont pas plus dangereux que le reste de la population. Donc la maladie mentale ne fait pas de vous quelqu'un de plus dangereux. Et à contrario, la dangerosité criminelle n'a pas forcément
l'excuse psychiatrique ou sociologique qu'on voudrait lui trouver systématiquement. En revanche, on fabrique une société de plus en plus violente parce qu'on fabrique une société où le lien n'a pas de valeur. Et donc, les gens sont de plus en plus dans une numérisation, une digitalisation, une désincarnation de la vie qui les coupe de leur empathie, qui les coupe de leurs compétences sociales, qui les coupe de leur tolérance à la frustration. Le surmoi est remplacé par le narcissisme qui doit à tout prix être satisfait. Donc, comme les gens n'ont pas confiance en eux, ils se rassurent narcissiquement de manière violente en passant à l'acte. Je veux dire, les élèves qui passent à l'acte, c'est rarement des très bons élèves. Hein. C'est parce qu'en fait, ils sont mal et qu'ils n'arrivent pas à mettre en mots, comme ils n'ont plus de stock lexical, les jeunes, parce qu'ils lisent plus, qu'ils ont 3 mots de vocabulaire pour exprimer ce qui les habite à l'adolescence, alors qu'à l'adolescence, on passe par à peu près toutes les émotions possibles en l'espace d'une demi-journée. En fait, ils sont de plus en plus violents. Donc, on est quand même dans une société qui fabrique de la violence. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Quand on avait reçu ici le psychiatre britannique Theodore Dalrymple, on avait cité un de ses ouvrages qu'il avait écrit il y a déjà 2 décennies quand il était psychiatre dans des prisons dans les quartiers pauvres de Birmingham au Royaume-Uni. Et il avait noté un changement que j'avais trouvé très instructif, qui était que il disait « Plus aucun de mes patients vient me voir en disant « Je suis malheureux ». Ils me disent « Je suis en dépression ». Oui. Pour globalement le même type de patient de ce qu'il raconte. Évidemment, c'est anecdotique, mais en tout cas, c'est son expérience empirique. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, bon, quelle est la différence de quelqu'un dans la vision de soi-même? Et il me semble que la personne qui se dit en dépression peut plus facilement avoir le sentiment de ne pas être maître de son destin, tandis que la personne malheureuse peut avoir le sentiment d'avoir encore des cartes en main. En tout cas, c'est une hypothèse possible. Et que la personne en dépression a besoin de l'aide d'un spécialiste pour aller mieux, tandis que la personne malheureuse peut peut-être s'en sortir hors des sentiers battus médicaux, peut-être. Je crois qu'on est dans une société surtout qui a psychiatrisé la souffrance. C'est-à-dire Oui. qu'on a juste voulu oublier dans notre narcissisme délirant que, d'une part, on n'est pas Dieu, et d'autre part, la souffrance fait partie de la vie. Donc, en fait, maintenant, il y a une injonction au bonheur. C'est-à-dire, si tu n'es pas heureux, c'est ou que ton mec est toxique, ou que tu as une maladie psychiatrique. Oui. Non, l'idée d'être pendant plusieurs mois plutôt habité par le chagrin parce qu'on a un ami qui est mort d'un cancer ou qu'on a perdu un proche, c'est un signe de bonne santé mentale, en fait. Oui. Ça s'appelle l'expérience du deuil. Donc la souffrance, c'est pas une fin en soi, mais la souffrance fait partie de la vie. Et on a tellement psychiatrisé la souffrance que maintenant, les gens viennent en se posant, en psychiatrisant leur propre souffrance, et donc en disant « je suis en dépression ». Mais non, vous n'êtes pas en dépression, vous êtes en train de vivre dans un truc totalement absurde, et ça vous rend très triste de vivre dans un truc absurde. Et moi, je dépsychiatrisais les gens pendant le Covid. Ils me disaient « ouais, je suis dépressif, je suis anxieux ». Non, 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 vous êtes pas bien dans un monde qui marche sur la tête. Donc en fait, vous êtes bien, en quelque sorte. Oui, si le monde oui. marche sur la tête, le fait d'être debout, ça fait de vous un pendu. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est normal de ne pas être bien, Oui. c'est adapté. Après, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous utilisez de manière motrice cette colère ou ce chagrin? Comment vous créez avec? Comment vous faites en sorte que ça ne se retourne pas contre vous en fumant des clopes et en buvant? Comment vous faites justement pour que la souffrance reste de la souffrance, c'est-à-dire l'antichambre de la créativité, qu'elle ne devienne pas de la pathologie? L'antichambre de la prise de médicaments. Parfois, il faut des médicaments. Oui. Mais parfois, il y a une sortie par le haut qui est possible dans la créativité. Mais pour ça, il faut authentifier que le sujet vit quelque chose de singulier, que son expérience a de la valeur, qu'elle est singulière, et qu'elle n'est pas simplement une case sur laquelle on pose un acronyme. Parce que les acronymes qui ont fleuri en psychiatrie, Oui. cette bureaucratisation de la psychiatrie, elle est très significative. Parler de mélancolie, il y a encore une poésie dans le rapport à son patient. C'est vrai. Maintenant, c'est des acronymes. Alors, il y a les TOC, il y a les TOP, il y a les TDAH, il y a les... Donc, ça ne veut plus... En fait, ça ne déclenche plus... Quand vous dites « j'ai une patiente mélancolique », vous avez plein de choses. Vous pensez à Virginia Woolf, vous avez plein de ressources pour l'accompagner dans ces feuilles mortes, dans cet automne psychique qui est la mélancolie. Quand vous mettez un acronyme, vous n'avez aucune image mentale qui surgit. Oui. Et ça, c'est très grave. Bien Ça veut dire sûr. qu'il y a une dérive de la psychiatrie. Et par ailleurs, je trouve que pour prendre un cas d'école de la différence entre gérer
le champ lexical des acronymes psychologiques versus celui de la morale, c'est que si on prend un cas d'école éternel qui est l'enfant qui fait un caprice, qui ne veut pas terminer son assiette. C'est peut-être juste parce qu'il a plus faim quand même. Je mets un peu de nuance. Dans certains cas, évidemment. Mais mettons que ce soit dans un cas de caprice. Faut jamais forcer l'enfant à finir son assiette. Dans aucun cas? Vraiment? Ah bah non, faut lui dire évidemment, si tu manges pas là, c'est pas la peine de venir dans une demi-heure me demander du pain et du beurre. Il n'y aura pas de gâteaux. dessert. Le prochain repas, il est à telle heure. Donc, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu veux pas rester un peu plus à table, attendre? Peut-être que dans 10 minutes, tu auras faim. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas brouiller le moment où il constitue ses limites. Ça arrive de ne pas avoir faim. Alors là, moi, autant je suis psychorigide sur les écrans et sur le sommeil et sur le sucre, autant je ne supporterais pas qu'on me force à finir mon assiette. Je pense pas que ça rende service à l'enfant, mais c'est un débat intéressant. J'entends. Il faudrait que je trouve un... Après, s'il marchande, parce qu'évidemment, il veut pas des haricots verts, parce que dans une demi-heure, il compte bouffer un paquet de bonbons. Plutôt dans ça, cette c'est non. optique-là. Mais il faut lui expliquer qu'il y a un moment pour manger et qu'il mangera pas dans une demi-heure de ce qui lui fait plaisir. Voilà, qu'il peut aussi revenir dans un quart d'heure si finalement il a faim. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce contexte-là, même s'il est réprimandé, il reste un individu libre. Tandis que dans notre nouvelle version de voir les choses, on va lui coller l'étiquette, j'ai plus l'acronyme exact en tête, mais... TDAH alors, pas celui-là précisément, mais récalcitrant... Trouble oppositionnel. Oui, exactement. Trouble oppositionnel. Et là, d'un seul coup, dans un contexte de vertige identitaire... Pour moi, le trouble oppositionnel, c'est la définition de l'enfant, en fait. Par définition, l'enfance, c'est s'entraîner à dire non et voir ce que ça fait. mais donc justement, c'est un enfant. Dans un contexte de vide identitaire, ça va être très tentant pour l'enfant, surtout s'il sent dans les yeux du parent que ça leur tient, de s'identifier à un trouble. Et que ça devienne sa nouvelle identité. C'est ça qui m'inquiète. Mais il y a une épidémie de scarification chez les jeunes filles, c'est une assignation identitaire, évidemment. Quand vous ne pouvez pas vous identifier à des figures parentales, à des adultes, à un monde adulte, à des enseignants qui sont inspirants, qui vous donnent envie de créer un patchwork. Tiens, bon, ma mère, elle n'a pas trop cette qualité, mais cette prof, elle est incroyable, elle m'a appris ça, etc. Quand vous n'avez plus d'élan de modèle identificatoire, que vos seuls modèles identificatoires, c'est des influenceuses avec 3 mètres d'ongles, évidemment que la pathologie est un refuge. Évidemment que être anorexique, avoir un trouble de l'attention, etc., ça devient un repère identitaire. Et tous mes problèmes viennent de là. Donc déjà, papa et maman, c'est pas de leur faute. Oui. Donc papa et maman, on est réunis, fusionnels chez le psychiatre et je vais avoir des médicaments. Et donc comme ça, pour les parents, c'est cool. Paresse intellectuelle 100%. C'est pas de leur faute aussi. C'est pas du tout parce qu'on s'engueule en permanence devant lui et qu'il réclame notre attention. C'est parce qu'il a un problème neurodéveloppemental. Et c'est très grave parce que les troubles neurodéveloppementaux, ça existe. C'est vrai. Je veux dire, il y a des autismes, il y a des troubles il y a des vrais TDAH. Et ceux-là, ils ont besoin d'être bien diagnostiqués. Mais pour être bien diagnostiqués et bien pris en charge, il faut aussi arrêter de faire des faux diagnostics. Oui, bien sûr. Moi, je me rappelle d'un enfant qu'on m'a amené en me disant c'est sûr, il faut que vous fassiez un bilan parce qu'il a un TDAH, il a 5 ans. Moi, je suis sûre qu'il a besoin de Ritaline, etc. Et donc, évidemment, on commence par une anamnèse. Quel est le contexte familial? Ah bon, alors il y a un 3e enfant qui vient d'arriver. Vous allaitez, mais vous prenez 40 patients par jour parce que vous êtes profession libérale. Donc, en fait, vous êtes ou avec le bébé ou avec vos patients. Donc, peut-être cet enfant du milieu a un petit peu perdu sa place. Ça pourrait peut-être expliquer qu'il s'agite, qu'il refasse pipi au lit. Voilà, pas du tout, il a un TDAH, on va lui donner de la Ritaline. D'accord, on va peut-être tester juste, avant de le médiquer, ce qui se passe quand sa mère peut prendre 1 heure pour lui en confiant le bébé au papa ou en retirant 3 consultations sur l'agenda de la journée. Il a plus de problème. Ok, donc en fait là, il n'y avait pas un trouble de l'attention, il y avait un trouble d'attention parentale. Voilà, il y avait juste un enfant qui était insécure dans son attachement parce que d'un coup, quelque chose changeait dans son environnement. Vous, de l'extérieur, vous dites, bah oui, il y a un 3e enfant, c'est normal. Bah oui, mais quand vous êtes un petit garçon de 5 ans qui avait l'habitude que sa maman le dépose à l'école tous les matins et que du jour au lendemain, ça change, il s'agite parce qu'il a besoin de métaboliser comme il peut quelque chose qui le dépasse émotionnellement. Et là, il n'y avait pas besoin d'un médicament, en fait. Il y avait juste besoin que sa mère lui dise que le lien n'était pas rompu. Ouais. Et à partir du moment où elle a pu le faire, l'enfant n'avait pas de TDAH. Donc, il y aurait eu un faux diagnostic. Et les non-diagnostics d'autisme sur un enfant qui a un autisme, c'est un carnage. Mais les faux diagnostics de TDAH sur un enfant qui n'a pas de TDAH, c'est un carnage.
Définissez peut-être juste le TDAH pour ceux qui ne connaissent pas. Ce qu'on appelle le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, donc, il y a beaucoup d'impulsivité chez certains, il y a des difficultés d'attention de concentration, donc des effets sur les apprentissages à l'école. Mais il y a une dérive, il y a une mode où maintenant on vous amène des enfants de 18 mois en disant il a un TDAH. Bah non, il a 18 mois, donc il ne se concentre pas, oui, c'est sûr. Par ailleurs, ça fera le lien avec notre conversation, mais le professeur de psychiatrie canadien Rob Whitley a publié un ouvrage qui s'intitule La santé mentale au masculin, dans lequel il démontre plusieurs choses, mais notamment le fait que les enfants issus de ce qu'on appelle les familles monoparentales, mais qui, dans les faits, à 80%, est un euphémisme pour dire mère seule avec enfant, sont très surreprésentés dans les TDAH. Et là, il y aurait un lien peut-être à faire sur l'absence de la figure du non et de la limite qu'est le père, et donc le côté turbulent de l'enfant dans certains Il y a cas. aussi un lien à faire avec le fait que la mère, elle porte tout. Oui. Quand elle porte tout, la mère, elle n'est pas détendue. Hmm. D'accord? Donc, elle n'est pas régulée émotionnellement. L'enfant, il se régule en fonction de la manière dont son parent se régule. Si vous avez un père caractériel qui gueule dès qu'il n'y a plus d'eau sur la table, vous allez avoir un enfant qui gueule. Si vous avez une mère qui ment, vous allez avoir un enfant qui ment. L'enfant, il se régule, il apprend à fonctionner, non pas avec ce qu'on lui dit, même pas avec ce qu'on lui fait, mais avec la manière dont il voit son parent se conduire. Si sa mère, elle est tout le temps au bord du burn-out, parce qu'en fait, elle doit le sécuriser économiquement, logistiquement, elle doit tout assurer, évidemment que sa mère, elle n'est pas régulée. Et que sa mère, il y a des moments où il sent qu'elle est au bord de craquer. Peut-être qu'elle pleure, peut-être qu'elle s'énerve, peut-être qu'elle est très imprévisible, c'est-à-dire elle veut être hyper patiente, et puis tout d'un coup, elle pète un câble sur un détail. Donc en fait, il est avec une mère pas régulée. Et un enfant qui est avec une mère pas régulée, c'est un enfant qui va développer un TDAH, ou un trouble anxieux, ou un trouble du sommeil, évidemment. Et ce qui me frappe, c'est que du point de vue de cet enfant, la Ritaline, donc j'encourage ceux qui nous écoutent à sonder un peu dans leurs écoles, dans leurs classes autour d'eux, la proportion d'enfants qui, d'une façon ou d'une autre, sous Ritaline. C'est frappant. On est sur des classes de 30, ça peut être 3, 4 dans ces eaux-là. Parce qu'on est en France, aux États-Unis, c'est beaucoup plus. Aux États-Unis, c'est en effet beaucoup plus. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, entre guillemets, dans quel intérêt est-ce que ça fonctionne. Ça fonctionne, on pourrait dire, à très court terme dans l'intérêt de l'enfant, parce qu'il n'a pas à apprendre à se maîtriser lui-même et la pilule le calme. À long terme, c'est évidemment un désastre. Oui, mais les camisoles chimiques, ça peut avoir des effets aussi sur le cerveau qui sont désastreux, parce que ça va aussi les couper de leur pulsion vitale. Et donc de leur masculin. Donc évidemment qu'il vaut mieux une mère qui peut être régulée parce qu'elle a un environnement qui la soutient, et un père qui, en étant présent, en faisant sa part, la sécurise assez pour que, évidemment, l'enfant ne sente pas supposé calmer une mère qui va pas bien, parce que l'enfant, il se positionne toujours en infirmier du parent qui va mal. Oui. Donc l'enfant qui développe un symptôme, il est souvent en train de dire « j'essaye de soigner mon parent par mon symptôme ». Moi, quand j'étais anorexique, j'espérais que le fait de me faire crever allait réveiller chez ma mère quelque chose de l'ordre de la maternité. Évidemment, c'est jamais arrivé. Heureusement que je me suis remise à manger avant. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête, que les symptômes des enfants sont des manières de désigner que quelque chose... D'ailleurs, j'ai fait une émission qui s'appelait « Soigner le couple » pour aider l'enfant. Très souvent, le symptôme de l'enfant est le reflet qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a aussi beaucoup de délinquants dont on dit c'est des familles monoparentales, mais en fait, c'est pas la famille monoparentale qui fait l'enfant délinquant. Il y a des mamans seules et des papas seuls qui font un travail éducatif absolument remarquable et qui sont aidés par leur famille ou par des amis ou qui ont les ressources pour le faire. Mais par contre, dans 80% des cas, ce sont des familles monoparentales parce qu'il y a eu un conjoint violent et qu'entre 0 et 4 ans, ce petit garçon a vu des scènes de violence qu'il ne pouvait pas métaboliser. Oui. Et donc, il va les rejouer plus tard. Il va être piloté par ces scènes de violence. Et il va commettre de la violence parce que le trauma n'a pas été réglé. Mais ce que je voulais dire avec cet exemple-là, c'est que à court terme, ça arrange les parents, parce que du coup, ce n'est plus de leur faute. Ce n'est pas qu'il y ait des problèmes à la maison, ce n'est pas qu'ils auraient même peut-être mal élevé leur enfant, c'est qu'il a un problème qui est de la faute de personne. Ça arrange la professeure qui, franchement, a autre chose à faire avec 30 élèves par classe que d'avoir un élève hyper turbulent. Ça arrange le pharmacien, par ailleurs, financièrement, si je puis dire. Et à court terme, l'enfant peut se sentir... Ça arrange le politique.
sans doute. Une population domestiquée est plus facile à manager et à gouverner Mais une je population pense même pas que instruite. c'est la causalité. Je pense que Ah ben c'est non, le. c'est pas la causalité, mais c'est un bénéfice secondaire. C'est-à-dire que si vous cassez les interdits, vous êtes obligé de mettre les gens sous médicaments, hein. Parce que s'ils ont plus de surmoi interne pour ne pas passer à l'acte, vous allez être obligé ou d'avoir une police dans la rue ou d'avoir Ouais. une police dans le cerveau par la molécule. Absolument. Et il y a une phrase de Lâche là-dessus qui est formidable. Où il Et dit, l'interdit régule l'enfant. Et donc, comme on fait péter les interdits, on fout de la Ritaline. là, je disais, la seule alternative est entre le super ego et super state, le surmoi ou un hyper-état. Et je trouvais que c'était une jolie façon de nous mettre face à nos contradictions sociétales aujourd'hui en disant en réalité, c'est pas le beurre et l'argent du beurre. C'est soit vous avez une sorte de surmoi sociétal où on est obligé d'avoir des interdits et se tenir, soit l'interdit sera fait par une inflation Ce des sera de lois. la coercition. Exactement. Bien sûr. Et de fait, on est passé de il est interdit d'interdire à une inflation législative colossale sans jamais que le lien entre les deux soit fait. Et ce qui mène d'ailleurs à un certain nombre de 68 arts. Parce qu'on est passé de l'autorité à l'autoritarisme. Oui, exactement. Mais ce qui fait qu'une part de la sociologie qui a souhaité il est interdit d'interdire comme L'abolition de slogan l'interdit. se dit on n'a pas été cohérent avec cet idéal, on n'a pas su appliquer 68. En réalité, nous l'avons appliqué à fond. Mais bien sûr. Et la conséquence de ça, c'est qu'on est C'est obligé la d'en coercition. revenir exactement à plus d'interdits. Mais ils ne En fait, le perçoivent pas. quand vous supprimez les interdits qui élèvent, parce qu'en fait, l'interdit, pourquoi il élève? Parce que le père ou la mère qui pose l'interdit à l'enfant, par autorité et non-autoritarisme, se soumet à cet interdit. C'est-à-dire que son autorité n'est légitime que parce qu'elle transmet des clés de fonctionnement du monde à l'enfant et qu'une loi est dans la tête de celui qui a l'autorité et que celui qui a l'autorité respecte cette loi. L'autoritarisme, la tyrannie, le totalitarisme, c'est que je vous impose des coercitions infantilisantes qui vous rabaissent et que moi, je ne m'y soumets pas. Et donc, on est passé de l'autorité à l'autoritarisme. On est passé des enseignants, des maîtres d'école qui ont permis à mon grand-père de sortir de la pauvreté et qui ont corrigé toutes ses fautes d'orthographe, à des maîtresses qui vous scotchent le masque sur le nez et qui font des traces à la craie dans la cour de l'école pendant le Covid. Ouais. Et ça, c'est pas de la faute des maîtresses, hein, c'est de la faute de l'État, pour le coup. Alors, il y a une dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est un terme que vous utilisez souvent, qui est le terme toxique. Il me semble que l'inflation de ce terme-là va un peu dans le sens de ce que je décrivais sur le... Bah justement, j'essaye de ne pas l'employer très souvent parce que pour moi, c'est flou le terme toxique. C'est soit il y a quelqu'un, un individu qui est pervers, et c'est toujours les mêmes mécanismes, que ce soit une institution, un conjoint, un parent, une politique, ça passe toujours par les mêmes éléments, la culpabilisation, l'isolement, le chantage, diviser pour régner, etc., le gaslighting. Soit on est dans quelque chose... Et alors, on met du toxique partout, mais ton conjoint, il n'est pas toxique, c'est juste que vous n'êtes pas d'accord et que ça réveille chez toi des schémas pas réglés, des blessures pas réglées. En fait, c'est toi qui lui permet peut-être d'être toxique, donc il faut faire attention à ce moment. Soit c'est pervers, soit c'est pas pervers, mais ça peut être tout simplement malsain. Oui. Et on est tous les deux responsables du fait que notre relation, dans notre mariage, soit devenue malsaine, parce que moi, je t'ai laissé faire ça sans mettre mes limites, parce qu'en fait, je ne sais pas mettre mes limites et qu'il faut que j'aille bosser un truc qui fait que j'ai pas su mettre mes limites. Oui. Et justement, la façon dont je vois l'inflation de ce terme, c'est au même titre que tout à l'heure, j'ai dit votre père ne s'est pas tourné vers telle ou telle autorité, mais l'autorité psychiatrique. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là pour dire c'est très mal plutôt qu'un autre? Il me semble que c'est là aussi un glissement du champ lexical de la morale vers celui du médical. C'est-à-dire que toxique, c'est un terme qui s'est quand même évadé d'une étiquette jaune fluo dans un laboratoire pour atterrir sur le front de nos proches. Et là aussi, il me semble que le terme n'a pas été choisi au hasard, au sens où c'est... dire c'est immoral nous paraît un peu faible, tandis que toxique nous paraît objectif et sérieux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on a disqualifié la morale, l'interdit, l'éthique aussi, hein, les grands tabous civilisationnels, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste. On a remplacé ça par du sentimentalisme. Mais l'enfant, il n'a pas besoin de sentimentalisme. Quand vous aimez un enfant, vous n'êtes pas sentimentaliste. Vous lui interdisez avec beaucoup de fermeté les choses qui le mettent en danger ou qui mettent en danger ses relations avec autrui. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes ferme. Et en fait, on a remplacé la morale par du sentimentalisme et des bons sentiments gnangnans qui rendent le débat public impossible parce que de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un salaud. Ça, c'est très pervers. Oui. Pour le coup. Oui, vous parlez des fausses interdictions ça, c'est très pervers.
où tu as le droit de le faire, mais ça me rendrait très Ça, triste. c'est très pervers. C'est venu du management, du nouveau management dans les années 90 aux États-Unis, où en fait, on évacue toute conflictualité possible, on affiche un objectif qui est forcément bien. Comme ça, tous ceux qui le critiquent, vous êtes bêtes ou vous êtes des salauds, vous n'avez rien compris. C'est le sourire RH. C'est le sourire RH. Et finalement, c'est très pernicieux parce que ça empêche, pour le coup, le véritable dialogue, dans l'espace public, la disputation démocratique. Et donc, évidemment, il y a plus de violence. Parce que quand la violence ne peut pas se symboliser, quand l'agressivité et le conflit et l'ambivalence ne peuvent pas se symboliser dans une cité, dans un espace, dans un pays, il s'agit. Et aujourd'hui, il s'agit. Marie-Estelle Dupont, y a-t-il tout de même un ouvrage que vous auriez aimé avoir lu plus tôt? Alors moi, je me suis beaucoup réfugiée dans les livres quand j'étais petite, donc j'ai eu la chance quand même d'en trouver de bons pas trop tard. Jung, je l'ai découvert, Carl Gustav Jung, je l'ai découvert quand même assez jeune, je l'ai découvert vers 18 ans, qui m'a évidemment enchantée et nourrie. Avec notamment cette notion d'individuation qui est tout le contraire de l'individualisme, puisque c'est pas l'ego, c'est justement l'âme et le monde intérieur qui est mis en avant. Les ouvrages de Christiane Singer sur les différentes étapes de la vie. Moi, j'aime beaucoup cette femme, Christiane Singer, qui disait d'ailleurs, mais évidemment que l'enfant est la cible de la société moderne, puisque l'enfant, c'est la poésie, l'enfant, c'est la sensorialité, l'enfant, c'est ce qui ne peut pas être désincarné. L'imprévu. Et elle le disait, c'est l'imprévu, c'est l'incertitude, c'est ce qui vous met en difficulté. Donc, l'enfant, c'est celui qui vous oblige, vous, à grandir, à passer du statut d'adolescent attardé au statut de père, de mère, avec une autorité qui rend l'enfant souverain, là où... Enfin, moi, je fais cette distinction. L'autorité, ça rend l'enfant souverain. L'absence de limite, ça rend l'enfant tyran. Et l'autoritarisme, ça rend l'enfant esclave. Donc, est-ce qu'on veut des enfants tyrans, esclaves ou souverains? Moi, je veux des enfants souverains. Donc, je veux qu'ils puissent penser par eux-mêmes. Et puis, quel autre bouquin? J'allais dire Camus, mais Camus, je l'ai découvert adolescente, donc je ne l'ai pas découvert si tard que ça. Et chez Christiane Singer, est-ce qu'il y a un ouvrage en particulier que vous recommanderiez? Où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Il est très beau. C'est un tout petit bouquin qui est très beau. Et pourquoi est-ce important de lire tout court pour ma génération? D'abord parce que, pour le coup, là, les modèles identificatoires dont on manque dans l'espace public, des figures inspirantes, des personnages qui se sortent de situations difficiles, bon, ça, c'est quand même une des clés de l'humanité. Hein. Les Grecs, ils avaient les tragédies où on avait Antigone qui s'opposait à Créon. Donc, on avait le dilemme entre l'éthique, la loi divine, et puis la loi humaine, les décrets stupides. Et ça, si tout le monde avait lu Antigone, on aurait mieux réagi pendant le Covid. Parce que je vous rappelle qu'Antigone, quand même, elle veut enterrer Polynice, alors que nous, on a levé les rites funéraires. Pourquoi c'est important de lire? Parce que ça permet de penser le réel, ça permet d'avoir des figures identificatoires, et puis plus prosaïquement, ça permet d'avoir plus de mots de vocabulaire. Et je crois que quand on voit les jeunes qui arrivent aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans en thérapie, on fait tous le même constat. Il y a 15 ans, ils nous parlaient de leur mal-être. Aujourd'hui, ils nous disent je me sens vide, j'ai pas les mots pour dire. Donc en fait, si j'ai pas les mots, j'ai pas accès à mon appareil à sentir. Si j'ai pas accès à mon appareil à sentir, j'ai pas accès à mon appareil à penser. Et donc scarification, et donc passage à l'acte sur l'autre ou sur soi. Donc voilà, et puis lire, c'est prouvé quand même que lire, ça prévient la dépression, ça apaise l'anxiété, ça favorise le sommeil. Enfin, c'est bon pour la santé, quoi. Écoutez, Marie-Estelle Dupont, c'était passionnant, merci beaucoup. Je redonne Merci. le titre de vos ouvrages, Être parent en temps de crise, comment restaurer l'équilibre psychique de nos enfants, qui fait un peu une chronique de la période Covid et qui donne des clés d'éducation. Et également L'Antimère, le chemin d'une psychologue pour survivre à la jalousie maternelle. Et on rappelle votre émission sur Europe 1, qui est de 15h à 16h. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Et si on en parlait, Exactement. que je présente avec Romain Desarbres. Tout à fait. C'était passionnant, merci pour votre disponibilité et à une prochaine fois avec plaisir. Merci à vous, bonne soirée.